Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de notre tournée TV Vendée Ouest France présidentielle 2022, La Voix des Vendéens. Vous reconnaissez peut-être le décor, nous sommes aujourd'hui aux Herbiers, à Original. Vous avez pas mal de commerçants ici. Les Herbiers, je vais vous faire une rapide courte carte postale. On a un petit peu plus de 16 000 habitants sur un pays des herbiers qui en compte le double, 30 000. Et nous sommes donc sur un territoire qui est bien ancré dans le bocage. Aujourd'hui, on va parler évidemment de l'emploi, on va parler de l'éducation aussi, et on parlera agriculture. Et comme pour les 3 précédents épisodes, je ne suis pas seule évidemment pour animer cette émission. Je suis en compagnie de Jeanne Hutin, qui est la chef d'agence ici, Ouest France, aux Herbiers. Bonjour Jeanne. Bonjour Caroline. Et donc là encore, nous ne sommes pas que toutes les deux. Pour cette émission, il faut du témoignage. Et donc, vous allez nous présenter un petit peu nos invités. Oui, alors commençons par notre agriculteur du jour, Stéphane Charbonneau, agriculteur bovin à Beaurepaire, responsable de la section viande à la coordination rurale. Nous sommes aussi accompagnés de Christophe Hogard, premier adjoint de Véronique Besse, maire des Herbiers, conseiller départemental, et à la ville des Herbiers en charge des finances, un large portefeuille. Pour l'éducation, nous avons 2 directeurs d'école, 2 écoles des Herbiers, des écoles élémentaires. Julien Bouillot, bonjour, directeur de l'école de Jacques Prévert, dans le centre-ville des Herbiers. Et Laurent David, directeur de l'école élémentaire de la Métairie. Et alors Jeanne, la particularité de cette émission, c'est que contrairement aux 3 premiers épisodes, on aura un changement de plateau en milieu, au bout d'une vingtaine de minutes, puisque pour l'emploi, nous serons rejoints par d'autres profils, des chefs d'entreprise d'ici, mais aussi d'un petit peu plus loin, vous verrez, qui viendront donc nous parler un petit peu, nous partager leur expérience de chef d'entreprise. En attendant, il est temps de lancer le premier thème. De quoi parlons-nous pour commencer ? On va commencer par l'agriculture. Et donc, je vous propose ensemble de regarder ce que les habitants du pays des Herbiers pensent de ce sujet, leurs préoccupations à propos de l'agriculture. Et c'est un micro-trottoir d'Alexandre Debray. On regarde ça. Regardez chez nous, l'agriculture, il n'y a que ça, bien sûr. Ah oui, c'est très important chez nous. Oui. L'agriculture, c'est ce qui nous fait vivre et le sujet doit être vraiment, vraiment bien étudié. Ils travaillent beaucoup, gagnent très peu. Il faut qu'on mange. Donc c'est nos agriculteurs qui nous fournissent à manger, c'est ça. Et on a besoin d'eux. Et je sais que c'est pas facile pour eux en ce moment. La grippe aviaire qui est là, les prix tirés par les grandes surfaces, il faut le reconnaître aussi. Et il faut les soutenir beaucoup. Ça doit être important, surtout avec tout ce qui se passe au niveau mondial, de recentraliser un petit peu. Et moi, étant dans la restauration, on voit bien là les fournisseurs que ça commence à être compliqué. Enfin, avec tout ce qui se passe, la grippe aviaire, les céréales à l'étranger. C'est surtout l'environnement en fait que j'aimerais qu'on parle plus et d'agriculture, qu'on arrête l'élevage intensif, qu'on passe au bio parce que c'est faisable de tout faire au bio. Donc qu'on agisse vraiment. Aujourd'hui, les politiques vont pas vraiment dans ce sens-là. J'espère très fort. Moi qui suis encore jeune. Quand je vois les derniers rapports du GIEC, je ne suis pas très optimiste sur l'avenir. Stéphane, l'agriculture, on se rend compte, ça concerne tout le monde finalement dans la rue. Tout le monde a quelque chose à dire sur le sujet. Effectivement, ça concerne tout le monde. Par contre, quand je vois le témoignage, c'est sûr que vous vous rendez compte que quand même les revenus agricoles, ils ne sont pas du tout à la taille des autres citoyens que nous avons à côté. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui gagnent quand même moins de 350 € par mois, ce qui est quand même très très peu. Et c'est vrai que tout à l'heure dans le témoignage, j'ai vu quelqu'un qui a parlé du bio. Alors le bio, c'est très bien. C'est sûr, c'est de la qualité, c'est très 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 bien. Le problème, c'est que tout le monde ne pourra pas passer au bio. Tout simplement parce que vous voyez actuellement, on est dans une pénurie alimentaire. Et croyez-moi, ça ne va pas diminuer dans les jours qui vont venir. Ce qui se passe en Ukraine, il va nous manquer énormément de céréales, de l'huile, enfin presque de tout en fin de compte. Et le souci actuellement, c'est qu'au niveau de l'agriculture, avec le bio, on a eu une reconversion qui s'est faite il y a quelques années. Je pense aux producteurs laitiers, où alors on leur a dit, écoutez, voilà, vous avez du mal à vous sortir avec le traditionnel, le conventionnel, passez au bio, on va vous garantir des prix. Et ce qui s'est passé actuellement, c'est que le prix du bio, il est resté bloqué. Le conventionnel a commencé à augmenter. Et ces gens-là, actuellement, avec les coûts des intrants qui sont augmentés dernièrement, et ce qui a fait baisser en fin de compte leur marge, ils se trouvent dans une pénurie où ils ont du mal à gagner leur vie aujourd'hui. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on veut garder notre autonomie alimentaire, il ne faut pas passer tout le monde en bleu.
On a entendu beaucoup de sujets différents qui ont été abordés dans ce micro-trottoir. Donc quand on est allé demander un petit peu aux gens ce qu'ils en pensaient de l'agriculture, vous en êtes conscient, ça, que finalement le grand public s'empare un petit peu du thème agricole et vous parle influenza aviaire en l'occurrence, vous parle bio, vous le dites, vous parle coût de production? Oui, alors l'influenza aviaire, c'est une autre histoire. Ça. C'est une maladie quand même, c'est un virus qui s'est développé, on est vraiment touché. On n'a pas trop compris le système, ça couvait depuis quelques années. Le souci, c'est qu'on n'aurait jamais cru que ça se développe si rapidement chez nous, vu qu'on nous avait dit, voilà, vous confinez vos volailles et il n'y aura aucun souci que le virus il rentre dans les bâtiments. Malheureusement, ça n'a pas marché cette année, on l'a bien vu. Même avec les nouveaux bâtiments statiques de ventilation, le virus est passé. Et le désastre il va être énorme pour cette année pour les éleveurs, pour les aviculteurs. Maintenant, au niveau de la loi Egalim 2, je vais en parler un petit peu quand même, parce qu'on est rendu à la loi Egalim 2, on a passé la 1, ça n'a pas marché. On a voulu faire plier les industriels et les distributions sur la loi Egalim 1, et malheureusement, ça n'a pas marché. La loi Egalim 2, le ministre a eu une bonne idée. Il a dit, voilà les gars, les agriculteurs, allez hop, vous reprendre le prix de vos productions, c'est à vous d'imposer vos prix. Vous allez faire des contrats, vous n'allez pas céder à la distribution ni aux industriels. Malheureusement, on est toujours au même cas. Il y a quelques cas, il y a quelques contrats qui sont faits, mais pas tout. Et il y a encore énormément de travail à faire. J'espère que ça va déboucher sur quelque chose, mais j'ai bien grand peur qu'on continue encore avec une Egalim 3. Christophe Hogarth, Jeanne expliquait tout à l'heure qu'au sein de la municipalité, vous avez un petit peu les cordons de la bourse en main. L'agriculture, impossible de passer à côté quand on est ici aux Herbiers. C'est un sujet aussi que vous traitez régulièrement ? Alors c'est un secteur d'activité qui effectivement est très important pour nous. On l'a vu avec le contexte du Covid, du confinement, etc. Il y a eu un regain d'intérêt, un accélérateur de conscience en fait sur la partie production et consommation locale, bio également. Et effectivement, ça, les uns les autres ont cherché à se nourrir de ces réseaux, c'est le cas de le dire. Et après, on a eu un certain nombre de contraintes. Alors la contrainte, on en a parlé à l'instant, la grippe aviaire sur la volaille, hein, c'est compliqué. Et j'ai une pensée toute particulière pour les agriculteurs, mais nous tous, c'est ici, parce qu'effectivement, les aviculteurs sont parfois dans des situations de détresse vraiment très très importantes. Donc on fait effectivement tout pour les soutenir. Et puis, l'agriculture aussi, ce sont des débouchés locaux. Alors, vous parliez de la loi Egalim 2, il y a eu la loi Egalim 1 qui a fait peser un certain nombre de contraintes qui ont toute leur légitimité aussi, notamment sur les cantines, les directeurs d'école qui sont là. Donc aujourd'hui, on est en filière locale et bio quasiment à 50%, ce qui est demandé par la loi Egalim dans nos cantines. Donc évidemment, on fait en sorte, nous, d'essayer de soutenir l'activité des agriculteurs, mais il est bien évident que les prix sont pas forcément, de production ne sont pas forcément à la hauteur des attentes et du travail réalisé par les agriculteurs. Donc effectivement, on fait tout, nous, pour favoriser le circuit court, mais voilà, c'est un problème qui aussi est un problème beaucoup plus général et qui parfois nous dépasse, nous, en tant qu'élus locaux. C'est ce qu'on disait un petit peu hors caméra avant de lancer justement l'émission. Agriculture, éducation, on ne voit pas forcément le lien, mais il y en a quand même un. Enfin, l'agriculture, elle va vous concerner, ça vient d'être évoqué, au moment de la pause méridienne, ce que vont manger vos élèves. Vous avez forcément aussi des enfants d'agriculteurs dans vos classes. C'est un sujet que vous abordez à l'école ? C'est un sujet comme tout sujet de société. Effectivement, nous, on a aussi on a en charge des élèves qui sont des enfants, qui ne sont pas encore acteurs, mais qui sont les acteurs du monde de demain. Donc on a besoin de les sensibiliser. Alors on va davantage, nous, sur la sensibilisation par rapport au développement durable, mais aussi le consommer intelligemment. Hein. C'est une histoire de bon sens. Hein. On essaie de leur inculquer ça. On a cette volonté, on met les moyens pour. Néanmoins, l'école ne peut pas tout faire. On dresse la première pierre. Mais il est important aussi pour les familles, pour les élus, mais aussi pour tous les citoyens de prendre ce problème à bras-le-corps. Une sorte d'ouverture d'esprit, vous êtes là pour montrer que ça existe. Voilà, on ouvre le champ des possibles et après à eux d'avancer sur ce chemin-là. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Vous voulez compléter, oui ? Oui, alors pour la petite histoire, je dirige une école qui n'accueille aucun enfant d'agriculteur.
École de centre-ville? Alors, on n'est pas dans une école de centre-ville, ça c'est l'école de mon collègue, on est dans une école justement qui est excentrée, mais il se trouve que nous n'avons aucun enfant d'agriculteur, et ce depuis très longtemps. Bon, c'est la répartition de la carte scolaire qui fait ça. Alors moi je voulais juste compléter ce que disait le collègue. On va mener une action par exemple sur le pique-nique éco-responsable. On s'est rendu compte depuis quelques années que les enfants, quand il y avait un pique-nique organisé par l'école, une sortie ou autre, venaient avec un sac de pique-nique avec des paquets de gâteaux apéro, des paquets de chips, avec beaucoup d'emballages, des produits qui viennent de très loin, produits je ne sais où. Et en fait, on va mener une action là-dessus pour faire en sorte que les enfants viennent avec des produits qui soient faits maison. On va insister sur l'équilibre alimentaire, on va insister aussi sur la notion de circuit court. Pourquoi ne pas aller chez un maraîcher acheter ses légumes, etc., les fruits. Donc voilà, on essaye avec nos petits moyens d'enseignants d'inculquer des valeurs et puis se positionner sur la vie citoyenne de nos futurs adultes en quelque sorte. Et à ce titre, je me permets de rebondir une deuxième fois. Nos deux écoles, mais pas que, on a aussi d'autres écoles de la communauté de communes qui s'engagent dans une labellisation E3D, donc école en démarche de développement durable. Donc on ne touche pas forcément à l'agriculture vraiment, mais au moins on essaie de les sensibiliser à travers des actions et avec une logique de territoire. On essaye de sortir un petit peu de nos propres écoles et de raisonner uniquement en équipe pédagogique intramuros. Mais on travaille avec le collège Jean Rostand, on travaille avec les autres écoles publiques, qu'elles soient des herbiers ou qu'elles soient alentours. C'est une bonne porte d'entrée, ça, Stéphane, pour après aborder, quand on est plus grand, le secteur de l'agriculture? Oui, effectivement, de toute façon, c'est clair à dire, mais c'est sûr qu'il faut absolument que les jeunes ils comprennent dès le départ, dès le primaire, il faut les éduquer à avoir du bon sens déjà au niveau de la nourriture. C'est dommage, mais il va falloir retourner comme il y a quelques années, en fin de compte, savoir manger vraiment des bonnes choses et avoir manger de tout, surtout des bonnes choses qui sont nourries qui sont faites naturellement en fin de compte. Et ça, il y a un gros souci aussi. Je pense au problème de l'eau qu'on a aussi. L'eau, c'est quand même une source, c'est notre pétrole vert quand même au niveau de la Vendée. On a énormément de travail à faire là-dessus. Même chez vous, au niveau de l'éducation, il y a du travail à faire là-dessus sur l'eau. Savoir gérer l'eau seulement déjà. C'est quand même la base, je pense. Les sujets sont vastes. Christian Regard, vous voulez rajouter quelque chose? Les familles sont très attentives, aussi, je rebondis aussi sur ce que disait le directeur, les familles sont très attentives aujourd'hui à la qualité des produits qui sont proposés dans les cantines. Et effectivement, on sait que le local est synonyme de qualité, ça crée un cercle vertueux. Alors, la vie des familles est faite de telle manière que parfois tout va très vite et qu'on ne peut pas forcément avoir des repas aussi équilibrés qu'on le souhaiterait. Mais du coup, le fait qu'il y ait ce cercle vertueux avec les cantines qui proposent des produits locaux, de qualité, bio, ça donne aussi le goût aux enfants de vouloir faire pareil chez eux. Donc du coup, voilà, c'est très intéressant de faire ça. Donc c'est vraiment gagnant, entre guillemets, parce que tout le monde s'y retrouve. Mangez mieux. Jeanne, on passe à la suite? Nous allons passer à l'éducation. L'éducation, un grand thème de cette élection à venir. Donc nos directeurs sont présents pour en parler. Nous avons de nouveau interrogé nos citoyens, nos habitants des herbiers, du pays des herbiers à ce sujet. Nous regardons ensemble ce micro-trottoir. Le manque d'enseignants qu'il y a, donc ça, on a la preuve, j'ai ma petite fille qui est là et qui n'a pas de remplaçante pour son enseignante. Pourquoi? Ça fait déjà 8 jours. Ça peut être amélioré, je pense, par plusieurs choses. La façon d'éduquer, déjà. Les coûts de l'éducation aussi, ça peut commencer à coûter cher pour les familles. Le suivi n'était pas bon à la fac où j'étais notamment. Alors après ça c'est plutôt dû à la fac, mais aussi financièrement parlant c'était pas évident. Moi j'ai des parents qui sont pas considérés comme pauvres et qui ne sont pas pauvres et qui sont pas non plus considérés comme riches. Donc par exemple j'avais 0 aide financièrement, donc c'était pas toujours évident, je vivais avec peu. Je me dis il y a peut-être des réformes à faire au niveau des enfants pour les rendre un peu plus autonomes, moins stressés. Ne pas essayer d'avoir trop de résultats, en faire
En faire des numéros 1. Les enfants, ils ont 12 matières en primaire, ils ont 12 matières à faire. Déjà qu'ils apprennent les bases, ce serait très bien, plutôt que vouloir trop faire. Les protocoles, bon maintenant ça se calme un petit peu parce que le Covid est parti, mais ça passait aux infos avant qu'eux reçoivent vraiment la circulaire qu'il fallait. Julien, Laurent, que vous évoquent ces témoignages? Vous qui êtes donc directeur d'école élémentaire, mais aussi, rappelons-le peut-être, comme vous avez créé une antenne départementale d'un syndicat, je vous laisse en parler et rebondir sur ces témoignages. Oui, je veux bien commencer. J'ai pris quelques notes parce qu'il y a des mots qui ont été prononcés qui sont assez évocateurs et assez révélateurs en fait de la distorsion qu'il peut y avoir entre la vision de l'école par le grand public et la vision que nous, on a en tant qu'enseignants et directeurs d'école. Je rebondis juste sur justement ces mots-là. Il y a une des personnes qui a réagi qui a parlé de façon d'éduquer. Donc c'était une jeune femme. Mais c'est d'autant plus révélateur qu'elle est jeune. Alors peut-être une jeune maman ou en tout cas une future jeune maman. La façon d'éduquer. Donc ça laisserait entendre que c'est à l'école d'endosser ce rôle-là. Et on en parlait justement en aparté tout à l'heure. On a l'impression, nous, en tant que directeur, que depuis de nombreuses années, on charge la barque et l'école doit remédier à tous les maux de la société. Et nous, on le ressent dans les programmes, tout simplement. On a de plus en plus de choses à inculquer, à faire apprendre. On a tout ce qui est éducation, les éducations, développement durable, éducation à la santé, etc. Donc, que des choses pertinentes et intéressantes. Mais le problème, c'est que on a l'impression parfois de passer à côté des fondamentaux. Et là, il y a une autre personne qui a parlé de ça, des fondamentaux. Donc, bon, ça, c'est un point important quand même. L'école ne peut pas tout. Peut-être que il serait temps de se concentrer sur les fondamentaux. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu au niveau des programmes des candidats à la présidentielle. Épurer un petit peu, c'est ça, tout ce que vous avez à faire aujourd'hui et revenir, quand vous parlez de fondamentaux, lire, écrire, apprendre à compter. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On a quand même perdu de nombreuses heures d'enseignement depuis je crois, 2008. Donc ça signifie qu'on fait moins de français, moins de maths. Hein, c'est mathématique. Effectivement, le temps de l'élève n'a pas été augmenté, donc plus on nous demande de mener des projets particuliers, comme le disait Laurent, qui ont du sens en plus. Ce n'est pas idiot de proposer ça dans les écoles. Néanmoins, on a des choix à faire. Et à l'heure actuelle, nous c'est aussi notre cheval de bataille, on se rend compte que si l'école semble aller mal, ce qui est discutable, c'est peut-être aussi parce qu'on ne nous laisse pas les moyens d'enseigner tel qu'on le souhaiterait. On a quand même un dossier à défendre qui est très important pour nous. Alors quand on parle de l'école, on parle pas de l'école en général, nous on parle beaucoup de l'école primaire, maternelle, élémentaire. On est professeur des écoles, on n'est pas prof certifié de collège, de lycée, encore moins d'université, donc on va prêcher un peu pour notre paroisse, mais on va parler du premier degré. Et on a un cheval de bataille qu'on défend depuis de nombreuses années avec le syndicat, mais aussi en tant que directeur, c'est le statut du directeur d'école. Nous, on souhaiterait, et c'est une volonté qu'on pourrait présenter aussi aux candidats de la présidentielle, c'est qu'on a une loi qui s'appelle la loi RILAC qui a été votée cette année, on attend encore les décrets d'application pour permettre aux directeurs d'avoir un peu les coups des franges dans les écoles et permettre aux équipes aussi de mener les projets qu'elles souhaitent mener dans des conditions aussi optimales. Et à l'heure actuelle, ça n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que vous, en tant que directeur d'école, vous n'avez pas assez de temps à consacrer à votre poste de directeur ou pas assez de temps, en conséquence, à consacrer à vos élèves? Alors, nous, on est directeur d'école un peu particulier, pour la Vendée, puisqu'on est déchargé à mi-temps, pour des raisons diverses, mais on est déchargé à mi-temps. C'est-à-dire qu'on a un mi-temps, donc 2 jours par semaine, qui sont dédiés à la direction d'école. Si on veut comparer un petit peu le premier degré et le second degré, imaginez, j'ai 2 jours de direction d'école pour 250 élèves. Multiplié par 2,
500, c'est un petit collège, qu'on n'a peut-être pas aux Herbiers, mais dans d'autres communes, 500, c'est déjà un collège. Est-ce qu'on imagine un collège fonctionner avec un principal, uniquement un principal, c'est-à-dire sans principal adjoint, sans gestionnaire, sans CPE, sans assistant d'éducation, sans bibliothécaire, sans assistant social, sans infirmière? C'est la réalité. Dans les écoles primaires, ça fonctionne comme ça depuis toujours. Et on ne peut plus, et on l'a bien vu avec cette crise aussi sanitaire du Covid, on a demandé aux directeurs de pallier à tout. Heureusement, on a travaillé énormément avec les services municipaux, les élus, les équipes en place, mais on leur a demandé d'être sur le pont H24. À l'heure actuelle, en 2022, ça n'est plus possible. Un directeur a besoin d'avoir du temps pour ses équipes, pour ses élèves, pour ses familles, et on sait que toutes les problématiques de l'éducation sont exponentielles à l'heure actuelle, évoluent de manière exponentielle. On a besoin de temps, on a besoin de moyens, on a besoin de professionnels aussi qui nous accompagnent dans les écoles pour pouvoir éduquer mieux. C'est ce que demandent aussi les citoyens, qu'ils soient herbretais ou non d'ailleurs. Ce qui est finalement une très bonne transition avec le sujet suivant. Je me dis que finalement, vous avez un vrai rôle de chef d'entreprise. Finalement, il faut aussi un petit peu guider les équipes et puis donner des consignes et puis de pouvoir avoir une équipe autour de vous qui vous accompagne. Sur la dernière minute qui reste quand même, parce que c'est vrai que le temps file, une question sur ces 2 années qu'on vient de passer qui ne sont vraiment pas tout à fait comme les autres. Est-ce que votre discours vers justement le futur locataire de l'Élysée change par rapport à il y a 2 ans ? Ou alors, vous êtes encore plus convaincu de ce que vous voulez lui dire après ce que vous avez vécu au cours des 2 dernières années. Je vous vois sourire. Oui, non, mais c'est une vraie question. On est convaincu, on l'était déjà, mais on est encore plus convaincu que le premier degré, l'école primaire, doit être la priorité de l'éducation nationale. On est encore plus convaincu que le directeur d'école doit avoir un vrai statut, une vraie autonomie au service des enseignants et au service de l'école en général. On souffre en France d'avoir une bureaucratie administrative dans tous les services de la fonction publique, mais particulièrement dans l'éducation nationale. Est-ce que ça faciliterait les remplacements, par exemple ? Voilà, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est des enseignants. Ce n'est pas des gens dans les bureaux. Ce qu'on veut, c'est des enseignants. Et ça passera par plus d'autonomie des écoles. Et donc plus d'autonomie des directeurs. On est submergé par les maillons hiérarchiques, alors que les décisions, on pourrait les prendre avec un minimum de confiance. Jeanne, on va changer d'invité. C'est ça. Donc on va vous remercier, messieurs, en l'occurrence. Plateau. On va avoir un plateau un petit peu plus féminin, vous allez voir sur la partie suivante. Et donc le temps de regarder justement le micro-trottoir d'Alexandre Debray qui concerne l'emploi. On va pouvoir retrouver de nouvelles têtes. Merci pour votre participation. Donc on rappelle, agriculture, éducation sont des dossiers qui évidemment ne doivent pas être oubliés à quelques jours de ce premier tour de la présidentielle. On écoute le micro-trottoir. Merci messieurs. Aux Herbiers, c'est vraiment l'endroit où tu peux vite chercher du travail. À Calagne, ils recrutent quasiment tout le temps. À Hyperu, ils recherchent encore dans les caisses, responsables ou autres. Donc il y a vraiment du travail partout. J'ai 19 ans et je suis venu à Les Herbiers à la recherche d'un emploi. Il y a plein d'entreprises qui m'ont dit que c'est à 0% de chômage ici. Et du coup, c'est le plus important, quoi. Quand je postule, la première question qu'on me pose, c'est on me demande si j'ai pas une reconnaissance handicapée. Je dis oui et non, on n'a pas besoin de vous. Il y a énormément de gens qui viennent du Nord ou ne serait-ce que de la région nantaise, qui viennent en Vendée pour travailler parce qu'il y a de l'emploi. Après, les salaires ne sont pas très élevés par rapport à ce qu'eux touchaient avant. Mais les loyers maintenant commencent à pas mal augmenter, surtout trouver des logements, ça devient très difficile aussi dans la région. C'est vrai qu'il y a, on va dire, le plein emploi sur le secteur des herbiers, mais les salaires ne sont pas forcément hauts. Le Vendéen, l'avantage, c'est qu'il est assez, assez simple. Peu de choses lui suffisent et il accepte de travailler beaucoup. Ce qui va être embêtant dans les années à venir, c'est l'immobilier aussi, l'habitat pour les travailleurs qui viennent chez nous. Nous sommes ici avec Louis-Michel Guérin, gérant de la société MTPM, 4GL et SPM, basée au Poiré-sur-Vie, un petit peu plus loin que les Herbiers, mais quand même dans un secteur très recruteur. Nous avons avec nous également ceux qui nous accueillent, Mélanie et Thomas Planchot, directeur général de la maison Planchot, la 4e génération. Donc nous sommes aux Herbiers, dans le pays des Herbiers, un bassin de plein emploi, 4,1% de chômage. On parle parfois de miracle vendéen. C'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle quand on est chef d'entreprise. Comment ça se passe ?
c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire. Effectivement, aujourd'hui, il faut réussir à attirer, à se démarquer des autres entreprises. Il y a peu de monde sur le marché. Et, effectivement, il faut en permanence se remettre en cause pour pouvoir être attrayant, trouver une motivation autre que le métier en lui-même. Parce que le métier, on est dans des métiers vivants, nous, à la Maison Planchot. Donc le métier, il est attrayant par lui-même. Mais effectivement, il faut trouver d'autres moyens d'attirer les candidats et de les garder à nos côtés, les former, les accompagner. C'est un travail de tous les jours. Attrayant, mais sur des horaires atypiques néanmoins. Est-ce que c'est toujours possible de trouver des personnes pour venir vous aider? Alors c'est vrai que des fois je le dis, on cumule tous les points négatifs qui existent, puisque nous on travaille le week-end, la nuit, sur des horaires pas évidents. Donc ça complique les choses, et surtout sur les métiers, on va dire, plutôt techniques, boulanger, pâtissier, cuisinier, qui sont des métiers en ce moment très compliqués à trouver, où il faut être réactif dans l'heure. Ça veut dire quand on a un candidat, il faut très très vite se décider pour qu'il vienne. On est aussi une ville attrayante, on reçoit des candidats de d'autres régions pour la qualité de vie de la Vendée, des herbiers. Mais derrière, c'est vrai que parfois on est confronté au souci du logement, où c'est introuvable, et qui plus est maintenant où les gens ne veulent plus travailler habiter très loin de leur travail, avec le prix des carburants qui revient assez souvent. Donc se loger aux herbiers, c'est compliqué, donc il faut qu'on trouve aussi des alternatives pour pouvoir les prendre, les garder, et qu'ils puissent rester après s'ils veulent, quoi. Alors justement, avant de rentrer dans le détail de ce qui peut être fait aussi au niveau de la commune, Louis-Michel, un petit mot, ça fait rêver ce territoire-là, quand on est plutôt sur Vie et Boulogne, quand on entend parler des herbiers? Ça fait rêver. Ça fait rêver pas plus que le Poiré. On a la même dynamique économique. On a la chance d'être dans une région où on a le plein emploi. Alors je ne sais même pas si on peut dire on a la chance d'avoir une région qui a le plein emploi, parce qu'on est victime justement du plein emploi, où on a des problèmes de recrutement, que ce soit aux herbiers, que ce soit au Poiré, vous allez sur les sables. Je pense que c'est général en Vendée. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est essayer de trouver du personnel, l'attirer dans nos sociétés, sans pour autant aller le prendre dans les autres sociétés. C'est ce qu'il faut éviter, justement. On essaie d'être à peu près attractif, sans pour autant dire, voilà, je fais mieux que l'autre. On essaie de vendre nos sociétés. Aujourd'hui, c'est nous qui vendons nos sociétés aux salariés. C'est plus le salarié qui vient proposer ses services. C'est nous qui proposons l'emploi aux salariés. C'est plus lui qui décide s'il va venir. C'est le salarié qui décide s'il va venir. C'est lui qui va décider de ses horaires. Je ne veux pas travailler le week-end. En boulangerie, ça c'est vrai que c'est compliqué. On veut bien aller chercher du pain le dimanche après-midi. On veut bien aller manger au restaurant le samedi soir. On veut bien faire ses courses le samedi, mais personne ne veut faire du pain le samedi. Personne ne veut travailler dans les restaurants le week-end. Donc, arrivera un moment, il va bien falloir qu'on trouve des solutions. Il faudra que les gens fassent des concessions. Donc ça, c'est une évolution aussi des mentalités. Est-ce que vous avez l'impression que ça s'est accéléré au cours des périodes de Covid, des confinements? Peut-être. Les gens pensent plus aujourd'hui à leur plaisir. C'est agréable. C'est tous agréable de passer des soirées en famille. Par contre, pour passer des bonnes soirées en famille, je pense que derrière, il faut aussi qu'on fasse des concessions. Et aujourd'hui, le monde de la concession, ça n'existe plus. Vous parlez de concessions, justement. Est-ce que vous, chef d'entreprise, vous devez en faire, peut-être freiner vos développements parce que vous n'arrivez plus à trouver de salariés aujourd'hui? Quand tu me dis tout à l'heure que, vu l'entreprise que tu as, en pleine nuit, il faut que c'est toi qui ailles faire le pain. 200 salariés, le patron va faire du pain la nuit, chapeau. Moi, je dirais pas qu'on fait des concessions, parce qu'on a choisi la place qu'on a. Mais par contre, on doit se réinventer, on doit réfléchir en permanence à se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire de mieux, sur quoi je peux investir. Nous, on investit sur des gens, donc quels moyens de formation il faut que je mette en place pour que les personnes soient bien aussi dans leur travail. C'est les horaires, c'est sûr, mais c'est aussi tout le projet de l'entreprise, où maintenant il faut les amener dans ce projet-là et se réinventer sur des méthodes de management, sur de la formation. Ça, c'est hyper important au jour d'aujourd'hui.
surtout, je dirais, nous, chefs d'entreprise, on doit changer nos habitudes, mais c'est tous nos équipes encadrantes. On parlait de l'esprit vendéen. Nous, on a la chance d'avoir une équipe encadrante vendéenne qui a vraiment le dynamisme de l'entreprise. Effectivement, c'est des encadrants qui doivent accompagner des collaborateurs qui arrivent d'autres régions. Et donc, oui, on doit, je dirais pas faire des concessions, mais apprendre à avoir des nouvelles cultures dans nos entreprises et nous, un petit peu modifier notre culture. Bien sûr que la stratégie de l'entreprise, elle doit évoluer avec ça, parce qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des marchés, on ne peut même pas y répondre. Alors on va sélectionner les marchés les plus attrayants, etc. Moi, la seule crainte que j'ai, c'est de se dire que est-ce que ça durera ? C'est-à-dire qu'on sent quand même que les gens, ils recherchent à trouver du sens quand même dans ce qu'ils font. Ça veut dire que ça va avoir un effet boule de neige, comme tu dis, à un moment donné. Oui, on veut pas travailler le week-end, mais tout le monde veut consommer le week-end. Donc ça aura ses limites. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on doit pas se réinventer, mais s'adapter. Je pense que j'ose espérer qu'il y aura une continuité de plaisir au travail. Parce que nous, on a plutôt opté pour la stratégie de se dire comment on peut garder l'esprit familial de l'entreprise, garder la proximité. Parce que malgré les gens veulent passer plus de bon temps en dehors de l'entreprise, le temps qui est passé en entreprise doit être un temps de qualité et ils doivent se faire plaisir malgré tout au travail. Je pense qu'il faut plutôt miser sur le plaisir qu'on peut leur donner plutôt que se lamenter ou bien sûr des concessions, mais un chef d'entreprise, il doit toujours se réinventer, quoi qu'il en soit. Christophe Augard, justement, comment une municipalité ou un pays comme le Pays des Herbiers peut accompagner justement ces chefs d'entreprise quand vous entendez ces constats et aussi ces attentes ? Alors c'est vrai qu'on est dans une situation qui est plein d'ambivalence. Bien sûr, on est très heureux d'avoir un secteur de plein emploi, des entreprises extrêmement dynamiques, on a des fleurons nationaux, internationaux, ça se passe très bien. Et les chefs d'entreprise rivalisent d'imagination pour pouvoir rendre une qualité de vie au travail qui soit plus attractive, etc. Donc tout ça se passe très bien. Effectivement, on a un développement économique qui est plus rapide que le développement démographique. Aujourd'hui, on a pour les herbiers, la ville des Herbiers, on est à 170 emplois pour 100 actifs. Et pour le Pays des Herbiers, on a 120 emplois pour 100 actifs. Donc évidemment, les gens qui viennent travailler aux Herbiers ou au Pays des Herbiers sont des personnes qui parfois arrivent de l'extérieur. Donc il faut jouer collectif, à la vendéenne, je voudrais dire, et puis essayer de faire en sorte que le développement de nos communes soit le plus harmonieux possible. On a la chance de ne pas avoir de communes dortoirs chez nous. On a des communes qui ont leur propre vie associative pour pouvoir intégrer aussi les nouveaux arrivants, leur vie d'école, etc., etc. Donc on a à nous, élus, de garantir et de mettre en place un certain nombre de politiques publiques qui nous permettent justement de développer nos communes. En fait, j'ai envie de réagir à plein de trucs, mais je ne vais pas réagir à tout. Parce que mais finalement, c'est très ça concerne le parce que logement, ça concerne l'éducation, ça concerne les commerces, ça concerne beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est là où les ambivalences commencent, c'est-à-dire que si on construit extrêmement massivement des logements. D'ailleurs, il y a des services aussi qu'il faut pouvoir assurer pour pas dégrader notre qualité de vie aussi, permettre aux nouveaux arrivants d'adopter cette culture vendéenne, d'esprit d'équipe, d'amour même des entreprises. Les entreprises sont aimées chez nous, donc il faut être en capacité de pouvoir intégrer convenablement les nouvelles populations et permettre à notre secteur de se développer dans de bonnes conditions. Au niveau du logement, bien évidemment, on est les premiers acteurs du logement puisque c'est nous qui donnons ou vendons des terrains à différents partenaires, que ce soit des bailleurs sociaux ou des promoteurs qui viennent construire. On a bientôt, par exemple, aux Herbiers, un grand bâtiment pour jeunes actifs, qui va permettre justement de donner un peu de fluidité dans le parcours résidentiel. Quand on arrive, vous trouvez un logement en location, puis après on achète, etc. Donner l'envie aussi aux nouvelles populations, puis à nos jeunes d'investir, de construire. Alors on ne construira plus dans les mêmes conditions demain qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça aussi, ça se transforme. Donc il y a plein de choses qui sont faites, bien évidemment. Il faut qu'on se développe démographiquement, mais voilà, il faut qu'on permette aux chefs d'entreprise de pouvoir développer leur entreprise, mais qu'on permette à nos communes de garder cet état d'esprit, en fait, qui est aussi notre richesse.
Jeanne parlait de concessions concernant les chefs d'entreprise. Vous avez aussi peut-être un rôle à faire accepter à vos concitoyens certaines concessions, à savoir la petite maison avec le jardin, etc. C'est de plus en plus compliqué. Alors c'est pas à nous d'éduquer les gens, donc c'est pas, on leur dira pas les choses comme ça. Mais il y a une réalité, c'est qu'effectivement aujourd'hui le logement se transforme. On ne trouve plus de terrain aujourd'hui de 1000 m² où on peut construire une maison. Désormais les terrains se réduisent, on est à 300, 400 m². Et c'est vrai que quand on est un nouvel arrivant, qu'on arrive de l'extérieur, qu'on est très attiré par les entreprises, par la qualité de vie aux herbiers, au pays des herbiers et puis plus largement de la Vendée, c'est vrai qu'on s'attend aussi à avoir son petit carré vert pour pouvoir faire courir les enfants, faire un barbecue, etc., etc. Donc il faut continuer à garantir cela, mais effectivement la construction ne va plus se faire de la même manière. Et puis c'est vrai qu'on parle aussi de desserrement des familles. C'est vrai qu'il y a des familles qui se séparent, qui se recomposent, etc. Donc le logement a aussi tendance à se transformer. On passe de grandes maisons à parfois de petites maisons temporairement pour retrouver après quand on se recompose d'autres maisons. Donc voilà, le logement est très lié à la vie des familles, à la vie de la société. Et donc il n'est pas évident d'arriver à développer ça de manière linéaire. Voilà, on est obligé de s'adapter un petit peu tout le temps. Donc on est évidemment très attentif au logement. On a plein de projets aux herbiers de manière très importante. On a des lotissements qui sortent un peu partout dans les communes alentours. Voilà, les herbiers, Mouchamps, etc. Au niveau de la ville des herbiers, on va essayer de faire un nouveau lotissement communal, ce qui permet aussi de maîtriser les prix. On a parlé tout à l'heure, un témoin disait que ça commençait à devenir cher. Oui, il y a une pression foncière, il y a une pression sur le logement. Donc à nous d'essayer d'abord de bâtir pour contenir ces prix, et puis d'essayer aussi de faire des choses qui ne nous rapportent pas d'argent, mais qui juste remboursent simplement l'investissement municipal, ce qui permet de maîtriser les prix et d'éviter la flambée. On s'est concentré là sur le logement. On sent que c'est intrinsèquement lié à l'emploi. Aujourd'hui, est-ce que vous, parfois, chef d'entreprise, vous avez peut-être des candidats qui arrivent en entretien d'embauche et vous disent quelques jours après l'acceptation peut-être de votre part, oui, mais finalement je ne vais pas venir parce que je n'ai pas trouvé de logement? En ce moment, ça représente une personne sur 4 à peu près qui n'ont pas de logement, et voire même une personne sur 3. Et ces promesses de CDI, voilà, on fait quasiment pas de CDD en ce moment. Ces promesses de CDI pour ceux qui arrivent de la région, pour avoir la confiance des propriétaires, pour louer, ils sont obligés d'avoir des promesses d'embauche tout de suite, et quasiment tout de suite des promesses de CDI. Ça c'est vrai, c'est une réalité. Et moi je dirais 1 sur 4. Entre 1 sur 4 et 1 sur 5 aujourd'hui ne peut pas se loger pour pouvoir... Alors on a d'autres boutiques qu'aux herbiers aussi, on a cette problématique là comme vous le disiez tout à l'heure. Alors c'est encore pire au Sable d'Olonne, voilà, mais ouais, on rencontre un peu cette problématique là. Vous aussi, Louis-Michel? On a les mêmes problèmes sur le bassin lyonnais, où problème de logement, problème de coût de logement, parce qu'il y a une flambée au niveau des loyers, ce qui fait qu'il faut que les salaires suivent derrière. Donc nous, c'est toujours le nerf de la guerre, l'argent. On essaie de trouver des loyers convenables, mais aujourd'hui, quand on recrute, il faut qu'on recrute la personne, il faut qu'on recrute le logement, le moyen de locomotion, parce que quand ils n'en ont pas, on n'a pas forcément, nous, sur le Poiret, les transports urbains qui viennent jusqu'au Poiret. Voilà, c'est tout cet ensemble-là. Aujourd'hui, un rôle de chef d'entreprise, on a plusieurs casquettes. On fait du social, il faut qu'on fasse quand même tourner nos boutiques, on fait du commercial, trop de social. Voilà, c'est ça, notre souci est là. Et maintenant, peut-être celui d'agent immobilier aussi. Nouvelle casquette. S'il faut, on va se mettre à construire, mais bon... On a deux, si je peux me permettre, on a 2 sujets qui sont importants et qui concernent vraiment la présidentielle. Et ça va être le mot de la fin, Christophe Hogarth. Alors allez-y. D'accord. On a 2 sujets qui sont importants, qui sont à venir. Alors, c'est pas réjouissant, mais c'est important et ça concerne effectivement les enjeux à venir. On a eu des aides incitatives pour la construction de logements individuels via des investisseurs. La loi Pinel, etc., qui fonctionnait très bien, on nous l'a supprimé. Donc on est beaucoup moins incitatif aujourd'hui, on est moins attractif pour les investisseurs pour trouver des maisons en location chez nous. Et le deuxième enjeu qui est très important et qui est un enjeu national,
c'est qu'on va petit à petit tendre vers du zéro artificialisation net. Donc ce qui veut dire qu'on ne pourra plus avoir de nouveaux terrains pour bâtir. Donc pour nous, c'est des vrais sujets très importants, nationaux, parce que ça ne concerne pas que chez nous, mais qui vont certainement encore plus freiner notre développement économique si ça continue comme ça. Jeanne, là-dessus, je vais vous laisser rebondir pour conclure pour l'émission. On arrive au terme. Nous arrivons au terme de l'émission. On remercie évidemment l'ensemble de nos invités aujourd'hui. Monsieur et Madame Planchot, Monsieur Guérin, Christophe Hogarth, Caroline. Eh bien moi, je vais remercier l'ensemble des équipes, devant, derrière les caméras, toutes les personnes qui ont fait confiance aussi sur cette première tournée à TV Vendée Ouest France dans le cadre de la présidentielle. 4e et dernier épisode. Donc, je vous rappelle que les 3 précédents sont évidemment disponibles à la réécoute ou au revisionnage, en replay, comme on dit, en bon français. Et puis là-dessus, on vous donne rendez-vous également dans quelques semaines pour les élections législatives. Ce sera l'échéance suivante. Et dans ce cadre-là, eh bien, nous aurons l'occasion à nouveau de travailler avec l'ensemble des médias locaux vendéens pour vous proposer 2 soirées électorales. Évidemment, ce sera pour l'instant, à l'heure où nous enregistrons, les 12 et 19 juin prochains et soumis peut-être à des changements de calendrier dus à l'échéance présidentielle. Dans tous les cas, merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur le territoire.